rentre dans une décennie critique et pour transformer, on va dire, les activités humaines, on a besoin de concepts. Et le concept de l'économie circulaire, c'est certainement un des concepts les plus forts, même si aujourd'hui il n'a pas donné son plein potentiel. Et ce que je vais essayer de vous expliquer aujourd'hui, c'est d'où vient ce concept, en quoi il peut être vraiment une solution pour les problèmes de l'humanité, quels sont les challenges qu'on a encore pour vraiment l'implémenter, et vous parler de quelques expériences dans lesquelles les gens sont allés jusqu'au bout de ce concept, et puis d'essayer d'en tirer quels pourraient être les facteurs de succès. Euh, Avant de parler de l'économie circulaire, on va parler de l'économie des humains. Qu'est-ce que c'est l'économie aujourd'hui? Donc l'économie, c'est une science qui analyse en fait tous les échanges de matières, de richesses, leur production, leur consommation, leurs usages dans les sociétés humaines. Et l'économie des humains, même si elle est très disparate selon les régions du monde, elle se résume bien par ces deux graphes. À gauche, vous avez l'évolution de la population humaine depuis le néolithique. Et à gauche, à droite, la mégalopole de Tokyo avec 42 millions d'habitants. Et on voit bien que les humains, on était à peu près, à la fin de l'ère glaciaire, on n'a pas un décompte parce qu'il n'y avait pas de recensement, mais on pense qu'on était autour d'1 million. Et on va être 8 milliards en 2023. Et quand on voit ces deux graphes, on se dit, est-ce qu'il ne va pas y avoir un problème comme un moment et jusqu'à où on pourra aller? Alors cette question-là, on se la pose aujourd'hui, mais ça fait déjà plus de 50 ans qu'on se le pose, et notamment parce que on voit une des choses très visibles de ce que produisent les activités humaines, ce sont des déchets. Donc là, vous avez deux exemples de déchets, des déchets plastiques et des déchets électroniques. Et par rapport au reste de la nature qui produit des déchets mais qu'on ne voit pas, on verra pourquoi. Les activités humaines posent des questions et ces questions, elles agitent l'humanité depuis un certain temps. On a fêté la semaine dernière les 50 ans de la publication du rapport Meadows. Alors, je ne sais pas qui connaît ce rapport, mais c'est un rapport qui avait été publié en 1972 par un groupe de chercheurs du MIT, des économistes, et qui s'était posé la question justement à la fin des années 60, donc au début des années 70, avant de publier ce rapport, de savoir si on allait dépasser les limites de la planète. C'est-à-dire qu'ils voyaient la population augmenter. À cette époque, on n'était encore que 4 milliards. Et ils se disaient jusqu'où ça va pouvoir aller. Et donc, ils ont fait une simulation informatique avec un modèle d'un chercheur en systémique qui s'appelle Forrester, dans lequel ils ont modélisé toutes les activités humaines, donc l'économie humaine, donc l'agriculture, la santé, la production, le transport, tout était représenté, les ressources de lesquelles on part, et c'était un modèle informatique assez rudimentaire, parce que c'était avec des ordinateurs des années 70, mais avec ce modèle-là, ils ont sorti des courbes où ils ont montré que les ressources allaient se tarir. Et si la population humaine continuait à croître, on verrait en fait des effondrements. Donc un effondrement de la quantité de nourriture disponible par personne, un effondrement de la production industrielle, aussi un pic de population et aussi peut-être un collapse sur la population humaine. Donc quand c'est sorti en 1972, alors c'est quand même le livre d'économie le plus vendu dans le monde, hein, donc c'était quand même un rapport qui a marqué son époque, et quasiment toutes les prévisions de ce rapport sont bonnes. En fait, on a passé 50 ans à savoir à quelle date sera le pic, mais de toute façon, tout ce qui est là-dedans, c'est écrit, et si on ne change pas la façon dont ces relations entre les entreprises et la façon dont on gère les flux entre humains, en fait, c'est ça qui va se réaliser. Donc toute la question, c'est pas de parier sur quelle date il va y avoir ça, c'est de savoir comment on replugue tout ça pour arriver à faire une économie vraiment durable. Alors évidemment, ils n'ont pas été écoutés. Si on regarde, je vous disais, sur la population, quand c'est sorti, on était à 3,8 milliards et on est à 7,9, on sera à 8 l'année prochaine. Sur les émissions de CO2, qui n'étaient pas du tout un des éléments, on va dire, anxiogènes à cette époque-là, on était à 16 gigatonnes de CO2 émis par an, on est à 42 tonnes et on a, malgré le Covid, une année 2021 qui est bien au-dessus de l'année 2019. Donc on repart sur des trends qui sont très élevés et le niveau de CO2 dans l'atmosphère est 50% au-dessus de ce qu'il était avant le début de l'ère industrielle.
Alors, on regarde souvent le CO2, mais je vais vous expliquer que pour l'économie circulaire, il faut qu'on regarde d'autres paramètres. Un des paramètres, moi, qui me tient le plus à cœur, c'est la biodiversité. Il y a un indice qui est publié par le WWF qui s'appelle le Living Planet Index, indice planète vivante. Vous pouvez le trouver sur des rapports du WWF. Et ils ont calculé que depuis 1970, donc la publication de ce rapport Meadows, les espèces sauvages en nombre, en taille de population, ont eu des cheptels qui ont perdu 66% de la taille de population. S'il y avait eu en 50 ans une baisse de 66% de la population humaine, je pense qu'on serait posé des questions. Mais là, le fait que ça arrive à des plantes ou à des animaux, ça ne nous fait rien. Et on laisse faire ça. Et ce chiffre-là, il est sur l'ensemble de la planète. Mais quand on le regarde sur certains continents, c'est jusqu'à 90% d'éradication de la biodiversité par les êtres humains. Il y a des chercheurs qui sont même allés encore plus loin et qui se sont dit, bon oui, mais il n'y a pas que le réchauffement climatique, il n'y a pas que la biodiversité. Quand on regarde le système Terre, il y a d'autres, on va dire, fonctionnalités systémiques cruciales. Et il y a un institut à Stockholm qui a sorti ce concept de limite planétaire. Donc, et cet institut à Stockholm, le Resilience Institute à Stockholm, il a défini 9 limites et ils sont en train de les évaluer pour voir si on est plutôt en deçà des limites ou au-deçà des limites. Alors pour l'instant, on en a évalué 6. Il y a la 6e qui a été publiée la semaine dernière là, sur ce qu'on appelle l'eau verte, c'est-à-dire que c'est toutes les eaux d'évaporation. Et pour l'instant, dans toutes celles qu'on a évaluées, on est au-delà des limites planétaires. C'est-à-dire que le système est en sur-régime. C'est-à-dire qu'on tire trop sur des systèmes. Donc, on avait parlé du CO2, mais il y a aussi des problèmes de rejet de polluants. C'est ce qu'on appelle l'introduction de nouvelles entités dans la biosphère. Donc, des pollutions, perturbation du cycle du phosphore et de l'azote. Ça, c'est extrêmement problématique pour l'agriculture et il y a un certain nombre d'autres limites planétaires qui vont devoir être analysées. Et ce concept de limite planétaire, alors même si les chiffres globaux, comme je vous disais, il faut toujours s'en méfier parce que vous pouvez avoir un indicateur global qui est bon, mais qui est localement et déjà catastrophique. Bon là, il s'avère que même globalement, on n'est pas bon sur ces indices-là, mais c'est juste pour nous dire que cette planète a des limites et que les activités humaines doivent rentrer à l'intérieur de ces limites. Donc il y a un concept qui s'appelle le concept de donut économie. Donc les donuts, ce sont ces pâtisseries en forme de tore. Et l'idée de la donut économie, c'est de se dire qu'il faut garantir aux humains un niveau minimum de vie pour qu'il y ait une forme de joie et de bonheur, de prospérité, mais pas aller au-delà d'un certain plafond pour rester à l'intérieur des limites planétaires. Mais on voit bien que quand on énonce un concept de la donut économie, tout le monde va chercher à ce que le minimum soit le plus haut possible et le plafond le plus haut possible. Donc spontanément, l'espèce humaine est plutôt maximisante plutôt qu'optimisante pour essayer de rester à l'intérieur. Mais c'est un concept qui est intéressant parce qu'il essaye de réunir les 9 limites planétaires avec ce qu'on appelle les 17 objectifs de développement durable de l'ONU, qui sont en fait plutôt des règles de vie, alors que les autres vous donnent des conditions limites que vous devez respecter. Et en fait, la donut économie a pour but d'essayer de réinventer ça. Le problème de la donut économie, c'est que ça donne un cadre, mais ça ne vous dit pas comment. Et justement, on va voir l'économie circulaire. Ça peut répondre à une partie des comment, en tout cas pour la production des objets manufacturés, de voir comment on pourrait essayer de rester à l'intérieur. Moi, j'aime bien dire que du coup, on est face à un challenge très particulier dans notre histoire, où on est sur une planète sur laquelle il y a un certain nombre d'atomes et de molécules qui sont disponibles et qui étaient là avant qu'on arrive, il y a 300 000 ans, les Homo sapiens. Aujourd'hui, on a organisé ces flux de matière d'une certaine manière qui fait qu'on dépasse les limites planétaires et on perturbe le fonctionnement du système Terre. Et il faudra utiliser notre cerveau pour reconditionner ces boucles de façon à ce qu'on re-rentre à l'intérieur des limites planétaires. Et souvent, l'être humain compte que sur son cerveau pour faire ça.
Et je pense qu'on n'arrivera pas à faire ce challenge si on n'utilise pas notre cœur, quoi. Et le cœur, c'est l'organe qui est important pour deux choses. C'est pour l'empathie, la compassion. Et on voit bien que quand vous repluguez des flux économiques, il y a des gagnants et des perdants. Et si on l'aborde comme ça, sans se dire qu'il y en a qui vont en profiter et d'autres qui vont perdre, sans qu'il y ait de compensation entre les individus, on voit bien qu'au niveau d'une société ou au niveau même mondial, il y aura des guerres, où il y aura des conflits, des guerres civiles. On a déjà eu les gilets jaunes en France, qui était aussi une question de, on va dire, de comment on partage le coût de la transition énergétique. Ça n'avait pas été pensé, ça a amené à une crise. Quand on va voir là dans quelques mois l'impact de la hausse des prix du gaz ou de l'électricité, moi j'ai bossé 17 ans dans ce domaine-là, sur la facture des ménages, ça va être extrêmement compliqué aussi. Et donc, si on n'a pas des gouvernants et des individus qui utilisent leur cœur, cette période elle va être difficile à traverser. Mais le cœur, c'est aussi l'organe de la résonance, donc raisonner en empathie, mais aussi raisonner avec la nature. Et on va voir que la nature est certainement ce qui va nous aider à retourner dans notre place dans la nature, justement. Donc, dans ce challenge, on peut se dire, mais il est horrible ce challenge, on a 10 ans pour reconfigurer les flux entre 8 milliards d'humains. C'est pas possible, il n'y a pas de solution. Donc il y a beaucoup de gens qui sont très anxieux parce qu'ils ne voient pas la solution, quoi. Pourtant, la solution, elle est sous nos yeux, quoi. Il y a un truc qui existe depuis 3,8 milliards d'années, ça s'appelle la biosphère. On était une petite planète rocheuse, la vie est apparue, puis elle a formé un tout. Donc la biosphère, c'est l'ensemble des êtres vivants, donc végétaux et animaux qui sont présents sur la Terre. Et cette biosphère, elle a transformé la Terre sur laquelle on est. Avant qu'il y ait un anthropocène, c'est-à-dire une transformation de la planète par l'homme, il y a eu une transformation de la planète par la vie. Et donc vous avez une espèce de biosphère qui a élu domicile sur cette sphère. Et cette biosphère, elle est incroyable parce qu'elle dure déjà depuis 3,8 milliards d'années. Elle coordonne 9 millions d'espèces différentes. Nous, on n'arrive même pas à coordonner une. Tu vois, on est tous, on parle des langues différentes, on a des cultures différentes, mais on parle d'une espèce. Et ça, il n'y a pas de cerveau. On ne sait pas où il est, le cerveau de ce système-là. Et il a résisté à des chocs cosmiques, des astéroïdes, des explosions de supernovas, des explosions de mégavolcans. Enfin, il y a eu des énormes chocs. Et ça a toujours tout traversé. Et ce qui est intéressant, c'est que ça se recycle tout le temps, ça se répare tout le temps. L'eau que vous avez sur la Terre, c'est la même qu'à l'époque des dinosaures. Il n'y a pas d'autre eau qui arrive depuis l'espace. Le seul truc qui nous arrive depuis l'espace, c'est de la lumière et de l'énergie qui vient du Soleil. Mais sinon, tout le reste provient de cette petite perle bleue. Et ce qui est intéressant sur cette Terre, c'est que tous les jours, vous savez, il y a une question bête, on dit quoi de neuf, quoi. Qu'est-ce qu'il y a de neuf sur la Terre? Tout, en fait. Tout ce qui est vivant, comme les cellules se régénèrent, en fait, tout est neuf. Même si moi, je ne suis plus très neuf, mes cellules se régénèrent et ce truc-là se répare, évolue avec une perfection absolue. Et en fait, toutes les leçons et tous les problèmes d'ingénierie qu'on a à résoudre, il y a des solutions équivalentes dans la nature. Donc, on parlera aussi un peu de biomimétisme ensemble. Mais donc, il y a cette inspiration. Mais nous, on est tellement pris dans nos mondes d'humains qu'on ne regarde plus la nature. On ne sait même pas qu'elle résout des challenges là-dessus. Et on se pense très supérieur. Moi, souvent, quand j'explique ça, il y a des gens qui me disent « Oui, mais la nature, elle n'est pas high-tech. » Alors, je vais vous montrer un truc tout simple, quoi, tu vois. Une cellule, quoi, tu vois. Si vous prenez une cellule, c'est plus compliqué. Une seule cellule humaine, on a 30 000 milliards qui sont coordonnés dans notre corps. Ne me demandez pas comment elles fonctionnent les unes avec les autres, mais une cellule, c'est plus complexe que la plus complexe des usines SpaceX, quoi. Et dedans, vous avez ce truc hallucinant qui s'appelle l'ADN, qui est un principe de stockage de l'information qui est infiniment fois plus puissant que n'importe quel truc qu'on a inventé. On pourrait mettre toutes les informations qui ont été générées par l'humanité, si on le codait sur un brin d'ADN, ça prendrait la taille du coffre d'une voiture. Et ça fonctionne. Ça, c'est on va dire, à partir de simulation de où sont les éléments dans une cellule, ils ont coloré et mis des structures 3D, et il y a des animations qui existent sur Internet. Quand vous regardez ça, vous vous dites, mais comment c'est organisé une cellule? Il y a des molécules qui sont fabriquées toutes les secondes, qui vont à l'intérieur d'une membrane, qui ressortent. Vous avez des trucs qui répliquent l'ADN.
Et tout ça, c'est d'une complexité, mais gigantesque par rapport à notre petit problème qui est d'organiser des sociétés humaines. Et ce truc-là, ça fonctionne parfaitement avec justement des recettes qui sont données dans ce code génétique. Rien que ça, si vous regardez cette cellule-là, vous dites, oui, bah ça doit résoudre des problèmes industriels qui sont infiniment plus complexes que ceux que nous, on résout. C'est juste qu'on n'a certainement pas dû les aborder de la même manière, de la bonne manière. Alors, dans les gens qui vous disent, oui, mais la nature n'est pas high-tech, une cellule, on ne sait pas très bien ce qu'elle fait. Prenez un truc, l'œil humain, quoi. Tu vois. Je regardais pour cette conférence, l'œil humain, en fait, il a une définition de 576 mégapixels. Je crois que les derniers iPhones, ça doit être 13 ou 20 mégapixels. Donc, on a des caméras qui sont ultra haute définition, qui s'auto-créent juste par la rencontre, l'amour entre deux êtres. Vous imaginez ça, vous direz ça à aux enfants qui vous demandent le nouvel iPhone, leur dire, bah, en fait, tu as déjà mieux qu'un iPhone au niveau de tes, en tout cas au moins pour la partie visuelle. Et ce truc-là est auto-organisé et se crée, et c'est ultra complexe, quoi. Si vous prenez la main aussi, aujourd'hui, on n'arrive pas à faire en robotique quelque chose qui est aussi précis que la main humaine. Vous avez, je crois, une centaine de ligaments, presque 30 os différents dans cette main, et il y a sur la main, pour le toucher, 14 000 capteurs. Des senseurs qui sont là. Donc il n'y a aucun truc de robotique qui sont aussi perfectionnés que ça. Et ça, je vous parle juste du corps humain, mais on pourrait prendre des caractéristiques des baleines, des caractéristiques d'autres choses. En fait, la vie est ultra high-tech, mais beaucoup plus intelligente sur la façon dont elle se gère, quoi. Parce que qu'est-ce qui se passe dans les systèmes vivants quand les êtres vivants meurent? Il y a dans l'écosystème de la biosphère des individus dont le rôle est de ramener cette matière qui s'est agencée pour faire des êtres complexes en choses extrêmement simples, en espèce de Lego de base. Donc vous avez ce qu'on appelle, bon, déjà les charognards qui vont prendre les os, parce que ça c'est les trucs qui restent, quoi. Ils vont les casser, etc., pour les casser en plus petits bouts. Après vous avez les décomposeurs, comme les vers de terre, les champignons ou les bactéries, qui vont prendre cette matière, qui formait un tout complexe pour la résoudre en petits grains, qui après va resservir à faire d'autres êtres complexes. Et ce processus-là, il marche, il ne crée aucun déchet, quoi. Et quand vous regardez par exemple le corps humain, c'est intéressant de regarder les molécules qui constituent le corps humain. Alors, si vous avez fait un peu de biologie, vous savez que les 4 molécules les plus courantes dans le monde du vivant, c'est ce qu'on appelle CHON, donc le carbone, l'oxygène, l'hydrogène et l'azote. Dans le cadre de l'être humain, je crois que ça doit faire à peu près 95% de ce que l'on constitue. Et puis après, on a un peu de calcium, un peu de phosphore. Là, on doit être à 98-99%. Puis après, vous avez 5 autres éléments chimiques. Donc le potassium, le soufre, le sodium, le chlore et le magnésium. Vous voyez déjà, le magnésium, c'est 0,1% de notre masse, donc c'est tout petit. Et en fait, ça, nous, on est fait juste avec ces briques de Lego-là. Et ces briques de Lego-là, elles ont toute la particularité d'être utilisées par tous les autres êtres vivants. Donc nous, on n'est pas toxique en fait à un être vivant. Et si quand on vient à mourir et qu'on retourne dans le cycle de la nature, bah ça va servir quelque chose. Alors, il y a des gens qui sont allés pousser plus loin cette analyse pour regarder quels sont vraiment les petits atomes qu'on a dans l'être humain. Donc ça, c'est la classification périodique des éléments, et dans laquelle vous avez, en fonction des puissances de 10 sur la concentration qu'il y a à peu près peut-être 70 éléments chimiques qui existent dans l'être humain, mais il y a des trucs, c'est du 10 puissance moins 6, très rare, mais il y a des choses qui sont utiles. Par exemple, le fer, on n'a que 2 grammes de fer, alors qu'on se dirait, tiens, il y en aurait besoin de plus. Ces 2 grammes de fer, ça suffit à faire toute l'hémoglobine que vous avez dans le corps. Et cette hémoglobine, c'est grâce à elle que l'oxygène il peut être passé dans les cellules. Et puis, vous avez par exemple besoin du vanadium, vous avez besoin du cobalt, vous avez besoin, mais pour des fonctions extrêmement précises, pour la régulation de l'insuline, etc. Donc la nature, elle a bâti des processus qui utilisent des atomes très particuliers. Par exemple, l'hémoglobine avec la chlorophylle, pour moi, c'est les 2 molécules les plus
ahurissantes, c'est-à-dire entre leur simplicité et la fonction qu'elles ont et qu'on retrouve quasiment dans tout le règne du vivant, en tout cas tous les animaux à sang chaud, avec cette petite molécule de fer, vous arrivez à créer un système qui permet d'alimenter en oxygène un corps, c'est-à-dire d'amener de l'oxygène à 30 000 milliards de cellules, quoi. Et quand on y pense, c'est fou, et voilà, ça dépend de cet atome de fer. Et donc, chacune a une fonction, mais il y a certains trucs, par exemple de l'or, on en a pour certaines fonctions, on a besoin de quelques petits atomes d'or, on a besoin voilà, de zirconium, du rhombium, et pour des fonctions où à chaque fois la nature, elle s'est dit, mais là pour faire un tout petit truc, j'en ai besoin, mais vous voyez, il n'y en a pas assez pour que ça soit toxique. Alors le plus fou, moi je me suis toujours demandé, mais où ils sont allés trouver les atomes d'or au départ pour faire mon corps et tout, parce que ça, voilà, comment il va aller trouver les atomes de zirconium ou de trucs, ça c'est incroyable, quoi. Et je sais pas, les corps ils trouvent ça, donc c'est dans la nourriture, et il y a des trucs qui vont sélectionner, ah tiens, il y a un atome d'or, mets l'autre côté parce que j'en ai besoin pour mon truc, mais c'est complètement dingue, quoi. Et l'autre truc qui est complètement dingue, c'est de se demander d'où viennent toutes ces briques de Lego de base qu'on a sur Terre, quoi. Et la plupart, elles viennent des étoiles, parce que les éléments en fait qui sont fabriqués de ici jusqu'au fer, c'est créé par ce qu'on appelle la nucléosynthèse stellaire, donc par des fusions successives, ça crée tous les événements jusqu'au fer, et tous les événements au-delà du fer, c'est quand il y a une explosion de supernova, donc ça crée vraiment un énorme choc, et ça traduit tous les atomes lourds, et notamment la plupart des métaux. Donc, dans notre corps, on a des tas de trucs qui sont des poussières d'étoiles, donc qui sont arrivées sur la Terre et dont on se nourrit. Mais tout ça est vraiment circulaire, quoi, si vous voulez. Et l'analogie, voilà, du corps ou de la nature peut être une très bonne analogie si on doit repenser nos systèmes. Et plutôt que de dire on n'y arrive pas, d'avoir un peu d'humilité et de regarder les trucs qui marchent depuis extrêmement longtemps. Un exemple, par exemple, si vous prenez un iPhone, je crois que c'est 75 éléments chimiques différents. On a 94 éléments chimiques qui existent à l'état naturel là-dessus. Donc on utilise quasiment tout, un peu comme je vous disais dans notre corps, on a quasiment tout, sauf que je n'ai pas trouvé la distribution avec les puissances de 10, etc. Mais on a des tas de métaux toxiques qui existent là-dedans, qu'on devrait avoir dans des concentrations infimes et qu'on utilise énormément dans ce type d'appareil. Donc quand on dit « Ah oui, mais pour faire de la technologie, je suis obligé d'utiliser du chrome, etc. » Ben regarde ton œil, là, tu crois qu'il utilise quoi, quoi. Et on arrive à faire des trucs high-tech dans la nature qui utilisent quasiment pas de métaux, parce que la nature, c'est toujours méfier des métaux, quoi. C'est des trucs qui viennent des supernovas, il faut faire très gaffe, quoi. Tu vois. Donc, voilà. Donc, l'économie des humains, vous avez vu un peu le problème que l'on a, c'est sur cette production de déchets, sur le fait qu'on ne pense pas en cycle. Et c'est un peu normal parce que, en fait, nous, on a commencé à fabriquer des objets en cassant des pierres au départ. Donc, il y a à peu près 2 millions d'années, c'était les premiers outils, les premières industries, parce qu'on en a fabriqué comme ça des bifaces pendant des centaines de milliers d'années. Mais à cette époque-là, on n'était pas conscient qu'il y avait des limites planétaires. Donc, dans notre cahier des charges de comment on invente les choses, on n'avait pas pris la durabilité. Donc, on a fabriqué des choses en se disant, de toute façon, ça n'a pas d'impact. On faisait des décharges et on ne se posait pas de questions. Sauf que là, maintenant, comme on a atteint les limites planétaires, on va être obligé de prendre dans le cahier des charges de la réinvention de tous nos systèmes et de tous les services qu'on propose, ces limites planétaires, quoi. C'est nouveau pour l'humanité, c'est un énorme challenge, mais la nature a déjà réussi et elle sait le faire. Donc, comment est-ce qu'on peut s'en inspirer? Alors, l'économie circulaire, c'est un terme qui a été inventé pour, on va dire, faire référence à la nature, mais aussi être en opposition avec ce qu'on appelle l'économie linéaire. L'économie linéaire, c'est ce qu'on fait depuis qu'on casse des cailloux, quoi. Extraire, fabriquer, consommer, jeter. Tu vois. Et on ne se pose pas la question de ce qu'il advient ici, et on ne se pose pas trop la question de ce que l'on extrait et ce que l'on fait ressortir. L'économie circulaire, ça démarre au départ par une conception écologique. Donc c'est un design et un cahier des charges qui prend en compte un certain nombre de contraintes environnementales.
pour l'instant, les gens sont beaucoup sur le CO2, ils ne regardent pas trop les autres, mais il faudrait prendre toutes les limites planétaires et notamment l'impact sur la biodiversité de ce que l'on fait. Et une fois que vous avez un produit qui est conçu, il est consommé, collecté, réparé, réutilisé, recyclé. Je vais vous montrer on va affiner. Mais en gros, le rêve de l'économie circulaire, c'est que en gros, ce qui ressort à la fin va servir à fabriquer des nouveaux objets, et puis on continue comme ça. Ça, c'est ce que la nature fait, nous, on n'y arrive pas vraiment. Alors, le concept a été affiné en se disant que vous avez des matières premières, il y a une fabrication, il y a des emballages, il y a une distribution, et dans l'utilisation, on utilise en fait 5 termes, on appelle ça, alors, en anglais c'est souvent 5 R, mais bon, il y a ce terme de partager, parce que si on veut pas trop produire, si vous avez une perceuse, au lieu d'en acheter une, vous pouvez la partager avec votre voisin, ça c'est un premier élément. La deuxième chose, c'est réparer les choses, plutôt que d'en racheter une nouvelle. Le troisième, c'est le réemploi, donc d'utiliser tout ou partie de votre objet pour fabriquer d'autres objets. Ça, c'est si les Lego fonctionnaient bien. La remise à neuf, par exemple, il y a un concept qui était très ancien, qui était ce qu'on appelle les rétameurs. C'est les gens qui remettaient de l'étain sur, vous avez des casseroles, etc. Aujourd'hui, quand votre poêle elle est un peu morte, vous l'achetez et vous en achetez une autre. À une époque, il y a 100 ans, il y avait des gens dont c'était le métier d'aller vous remettre des couches d'étain sur des ustensiles de cuisine. Et en fait, c'est des métiers de remise à neuf. Alors, ça commence à ressurgir, mais on était dans cette économie linéaire du tout consommé, de la consommation de masse, dans lequel ce qu'on ne voulait surtout pas, c'est que vous remettiez à neuf et que vous achetiez du neuf. C'était surtout ça qu'on voulait. Et puis après, le recyclage. Donc, ces différentes composantes sont des choses clés sur on va dire pour fonder l'économie circulaire. Et pour chaque objet, ces questions-là sont des questions complexes puisque les choses n'ont pas été créées pour que ça puisse fonctionner comme ça. Il y a une autre façon de représenter l'économie circulaire en disant on agit selon 3 leviers. On agit au niveau du consommateur, sur les comportements des consommateurs, c'est ce qu'on voyait ici. On agit, donc là c'est sur la demande, quoi. On peut agir sur l'offre, donc ce que proposent les acteurs économiques, et c'est pour ça que les entreprises ont un énorme rôle à jouer dans cette transition et en particulier sur la mise en place de l'économie circulaire, parce que si les entreprises ne changent pas le design des objets ou la façon dont ils sont distribués et récupérés, vous, en tant que consommateur, vous ne pourrez pas du tout avoir de rôle. Et puis, il y a ce grand point d'interrogation aujourd'hui qui est la gestion des déchets. On se rend compte que les déchets, ils n'ont quasiment pas de valeur, donc on essaye d'en faire des choses parfois, mais qui ont peu de valeur. Donc, ce n'est pas un métier qui est noble. Mais si on a effectivement là, qui se profile une crise sur les matières premières, les gens vont réaliser que les déchets sont des sources de richesse, quoi. Et aujourd'hui, on n'allait pas les voir parce qu'en fait, ça coûtait beaucoup moins cher d'aller réextraire des trucs que d'aller reconditionner des atomes pour faire les choses. Mais avec voilà, ces crises qu'on va avoir en succession, en fait, ces crises, c'est soit des mauvaises nouvelles, soit vous pouvez vous dire que c'est des signes de quelque chose qui ne vont pas et qui vous incitent à changer, quoi. Moi, j'essaye de voir les choses comme ça, même si ce n'est pas toujours drôle. Et en tout cas, si vous êtes dans des cycles où l'énergie est très chère et les matières premières sont très chères, vous allez beaucoup plus vous poser des questions sur l'origine de vos matières et économiser la matière que si ce truc-là est abondant et vaut quasiment rien. Voilà. Il y a un autre concept dans l'économie circulaire où ils ont analysé comment fonctionnait la nature. Et quand je vous disais la nature, une fois que vous avez un être vivant qui meurt, il est décomposé par des décomposeurs en des nutriments ou en des molécules ou en des atomes qui vont après servir de briques Lego pour les suivants. Dans l'économie circulaire, ils ont créé ce schéma qu'on appelle le schéma papillon, dans lequel
on distingue dans les objets que l'on fabrique les nutriments de type biologique des nutriments de type technique. Et ce n'est pas les mêmes chaînes. On est bien conscient qu'il y a, quand vous fabriquez un téléphone, il y a peut-être des choses qui peuvent être compostées et qui peuvent être remis dans le cycle de la biosphère. Et il y a des choses qu'il faut qu'ils restent dans le cycle des objets techniques et qu'on ait une façon un peu spéciale de les récupérer. Donc ces cycles-là, je ne vous les commande pas, mais vous trouverez ça sur les sites d'information sur l'économie circulaire, où ils distinguent vraiment ces deux chaînes, mais avec toujours l'idée que quand quelque chose arrive en fin de vie ou en milieu de vie, je le décompose en briques élémentaires qui puissent servir à d'autres, donc soit retourner dans la biosphère, soit retourner dans des chaînes techniques où ils sont réassemblés. Alors, il y a des boîtes dont on parle, par exemple, on parle beaucoup en France. Je ne sais pas si vous connaissez Loop, cette entreprise. Alors, ils ont plusieurs offres. Donc, c'est une boîte américaine au départ, TerraCycle, TerraCycle, qui a monté ce service-là. Eux, ils sont leaders dans l'économie circulaire depuis très longtemps. Et ils ont signé, en fait, alors on l'a vu en France avec un certain nombre de grandes marques, pour créer des contenants qui soient consignés, quoi. Donc, par exemple, Häagen-Dazs, ils ont fait des pots de glace qui sont lavables, etc. Et vous les mettez dans la boîte Loop au supermarché. Il y a des codes barres, etc. Ils savent exactement ce qu'il y a. Et ces trucs-là, après, sont amenés dans des entrepôts Loop où c'est nettoyé, etc. Et le but de Loop, c'est d'avoir le plus d'industriels possible. Là, vous avez pas mal de grandes marques qui se sont mis avec eux. Et c'est un système qui est assez intéressant parce qu'il remet un des trucs de base qui est la consigne, qui était un truc, moi quand j'étais petit, il y avait de la consigne, quoi. Et je me rappelle même, je stockais les stacks plastiques parce que j'amenais à la boulangère les sacs plastiques. Et quand j'avais 10 sacs plastiques, j'avais un bonbon. Je peux vous dire qu'on ne jetait pas un sac plastique parce que moi, c'était automatiquement converti en bonbon. Le retour de la consigne est quelque chose de très intéressant, quoi. Et ce qui serait intéressant même à terme, je pense, c'est d'arriver à avoir pour un certain nombre d'usages des packaging qui soient complètement standardisés. C'est-à-dire que aujourd'hui, une bouteille de Coca n'a pas la même forme qu'une bouteille de Fanta. Donc mais si vous aviez des bouteilles échangeables et qui soient standardisées et que ça soit peut-être juste sur l'étiquette qu'on fasse ça, bah vous avez des économies d'échelle qui sont majeures. Parce qu'aujourd'hui, chacune de ces bouteilles est un peu différente, elles sont floquées, gravées, etc. Donc on voit qu'il y a une limite au système. Et l'interchangeabilité dans la nature, c'est quelque chose qui est absolument fondamental. Mais en tout cas, c'est un concept qui est intéressant. Et ils proposent même aux entreprises ce qu'ils appellent des boîtes zéro déchet, dans lesquelles vous pouvez mettre des choses que d'habitude vous ne pouvez pas mettre dans vos trucs de recyclage. Typiquement les trucs de cosmétiques, ça vous pouvez les mettre dans des boîtes zéro déchet, vous les envoyez donc vous achetez une boîte comme ça et quand elle est remplie, vous l'envoyez à la poste, ça va chez eux et puis eux, voilà. Après, le grand problème du recyclage, c'est que le mot recyclage, on a l'impression que ça marche comme dans la nature, mais ça ne marche pas comme dans la nature. Souvent, c'est l'usage des matières recyclées, c'est pour faire des meubles de jardin, pour faire des trucs un peu cheap qu'on va utiliser. Ça ne retombe pas directement dans la nature, donc il y a une espèce de mythe du recyclage, mais on pourrait faire toute une conférence sur le recyclage, sur, on va dire, les mensonges et les espoirs du recyclage. Mais en tout cas, il y a quand même cette idée de former une boucle et c'est une entreprise à suivre. Les choses avancent quand même sur l'écologie circulaire. On a même eu une loi qui a été en février 2020, là, juste avant le Covid, qui est donc sur la loi contre le gaspillage et sur l'économie circulaire. Et le fait qu'on ait une loi sur ça en France, ça induit beaucoup de changements de comportement. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a eu une annonce de Coca-Cola il y a 2 jours où ils ont annoncé que toutes les bouteilles de Coca et de toutes les autres marques du groupe Coca pour les bars seraient des bouteilles consignées. Ça paraît bête, quoi, mais c'est une conséquence directe de cette loi, d'une envie de ces boîtes-là de s'engager et d'arriver à revenir à un système où la consigne, c'est un des premiers éléments si vous voulez faire quelque chose de circulaire, quoi. Mais en tout cas, c'est des annonces pour l'ensemble de ce qu'il faut. Alors, ce n'est pas encore pour les particuliers, mais ils y réfléchissent, quoi, Coca. Et si Coca le fait, alors moi, je ne suis pas un fan de Coca-Cola, mais quand des boîtes comme ça le font et testent les concepts, et si derrière, économiquement, il y a un sens,
Pour les autres boîtes, c'est beaucoup plus facile de le faire. Et en tout cas, c'est des boîtes qui peuvent être leaders dans ces transformations parce qu'elles ont les moyens d'investir, de penser ces concepts-là et de créer des chaînes logistiques arrière qui serviront peut-être à d'autres, quoi. Donc, pour moi, c'est une annonce très, très importante. Alors, l'origine du concept d'économie circulaire, alors, c'est marrant parce que vous en trouvez les traces même dans les premiers traités d'économie. Par exemple, dans l'origine des richesses de Adam Smith, donc ce fameux La richesse des nations de Adam Smith, il y a déjà des passages dans ce truc où il dit quand on va dire remplir un territoire, il y aura des phénomènes de saturation dans l'économie qui induiront des changements de comportement. Des grands économistes comme Keynes, comme Ricardo aussi, avaient identifié que l'économie ne peut pas toujours croître. Il y a un moment où on va devoir passer à autre chose, quoi. Et cette autre chose, il y a deux chercheurs alors, qui viennent du monde plutôt de la thermodynamique et qui ont appliqué ça à l'économie. Donc c'est Daly et l'autre c'est un gars d'origine roumaine, Georgescu Roegen, qui ont essayé de se dire, en fait, une société durable, qu'est-ce que c'est? C'est un système dynamique qui est auto-entretenu par un flux d'énergie externe, parce que la biosphère, c'est ça, c'est quelque chose qui vit, mais qui est auto-entretenu par, et qui est en espèce d'équilibre instable, quoi. Mais cet équilibre instable qui est perpétuel. Et ils ont essayé de dériver, et ça date des années 70, hein, ces deux bouquins-là, dériver ces concepts-là pour voir qu'est-ce que serait une économie en régime permanent, tu vois. Et il y a des analogies, je vais vous en montrer dans la nature de ce que c'est une économie en régime permanent. Donc, il y a ces deux bouquins qui étaient là, et par exemple, dans le rapport Meadows, il prône l'instauration d'une steady state economy, qui était, le livre est sorti, je crois, en 72 ou 73, à peu près en même temps, mais il avait déjà écrit d'autres articles daily avant. Mais donc, ce concept d'économie circulaire, il existe depuis très longtemps, mais il a été rendu populaire par un livre qui s'appelle Cradle to Cradle, du berceau au berceau, d'un monsieur qui s'appelle William McDonough. Et moi, j'adore ce livre. Il y a une citation dans ce livre qui est géniale parce qu'il a détourné une citation. Vous savez, on dit souvent penser globalement, agir localement. Lui, il dit penser galactiquement, agissez moléculairement. Tu vois. Et j'aime bien. Alors, l'analogie de cette économie en régime vraiment durable, en fait, on le trouve dans la nature, dans ce qu'on appelle la succession écologique. Quand vous avez un territoire dans lequel il n'y avait pas la vie et que la vie est apparue, en général, elle apparaît dans le monde végétal selon ce qu'on appelle des successions écologiques. Donc, au départ, vous avez des lichens, après vous avez des mousses, après vous avez des fougères, après il y a des graminées, après il y a des arbres résineux et il y a des arbres feuillus. Et le stade ultime d'un steady state economy dans le monde végétal, c'est ce qu'on appelle les forêts primaires, quoi. Donc ça, c'est une forêt dans laquelle il n'y a pas d'intervention humaine, et c'est des forêts, c'est les écosystèmes les plus riches. C'est-à-dire qu'en termes d'interaction, en termes de complexité, et en termes de stabilité, de résilience, il n'y a rien de plus fort qu'une forêt primaire. Il n'y en a quasiment plus, malheureusement. Là, il y a des chercheurs qui vont essayer d'en recréer une en France, mais il faudra 200 ou 300 ans pour qu'elle redevienne une forêt primaire. Mais ce sont des écosystèmes qui, à leur contact, on éprouve quelque chose d'absolument incroyable, une expérience de nature pure, mais c'est aussi quelque chose, voilà, d'une très grande complexité. Et il y a des tas de... Par exemple, quelqu'un me disait l'autre fois que dans une forêt primaire, si vous allez vous baigner autour d'un fleuve à la tombée de la nuit, il n'y a jamais de moustiques. En fait, le moustique n'existe pas dans les forêts primaires. Les moustiques, moi je me suis toujours demandé à quoi ça servait les moustiques, peut-être vous aussi, ou les mouches aussi, quoi. Les mouches, ça a un rôle encore. Mais les moustiques, en fait, les moustiques, c'est souvent dans des écosystèmes où il y a des choses qui sont déréglées. Et dans des forêts primaires, il n'y aurait pas de moustiques, vous n'avez pas de risque de vous faire piquer, parce que le truc est complètement stable. Et en fait, on appelle ça succession écologique parce qu'au début, il n'y a que des lichens, puis après, les lichens commencent à disparaître et les mousses prennent le dessus. Après, les mousses commencent à disparaître, vous avez les fougères qui prennent le dessus, et ainsi de suite, et vous avez votre situation qui change. Et quand vous êtes en état de forêt primaire, ça peut durer des millions et des millions et des millions d'années, quoi. C'est extrêmement robuste et ça permet à vraiment avoir un écosystème qui... Et moi, je pense que dans l'histoire de l'humanité, on en a à peu près là, quoi. C'est-à-dire que nous, il faut arriver à trouver notre steady state et de se dire...
créer des processus qui sont vraiment durables, vraiment circulaires, pour avoir, je dirais, une humanité qui s'inscrit dans la durée. Alors, ce concept de steady state, c'est aujourd'hui utilisé, par exemple, par certaines on va dire professions. Bah, par exemple, la mode, c'est poser la question de qu'est-ce que c'est une steady state, une économie de la mode en régime permanent. C'est-à-dire, c'est quoi la base? Bah, la base de la mode, c'est des fibres. Et ces fibres, elles sont récupérées d'une certaine manière, transformées d'une certaine manière. Et plutôt que de dire, bah, tiens, moi je suis Lacoste ou je suis telle autre marque, qu'est-ce que je peux faire? D'essayer d'avoir une réflexion un peu générale, écosystémique de ce système de la mode et de voir ce qu'ils pourraient faire ensemble. Parce qu'on se rend compte que, par exemple, la Coca-Cola fait quelque chose tout seul, il a beaucoup de marques, mais du coup, les autres ne l'ont pas fait. Et il y a des choses qui sont intéressantes de travailler ensemble au niveau de la profession. Et ça va lentement, mais il y a quand même des réflexions systémiques sur l'empreinte carbone, mais aussi l'empreinte sur la toxicité, sur les microplastiques. Vous avez une trentaine ou une cinquantaine de grandes marques de luxe et de marques de la grande distribution de la mode qui réfléchissent ensemble à ces thèmes-là. Et ensemble, ils peuvent trouver des choses où s'il y a de la R&D à faire sur quelque chose, ils peuvent la fédérer ensemble. Eux, ils se distingueront sur la nature des t-shirts qu'ils vendront, mais sur la façon de récupérer les choses, on voit bien qu'il y a des choses à mettre en commun. Et ça, la nature, elle sait bien mettre en commun. Nous, on ne le fait pas trop, mais cette crise de limite planétaire, je pense qu'elle va amener les boîtes à réfléchir ensemble à un certain nombre de problématiques systémiques qu'elles ne peuvent pas faire toutes seules, quoi. Alors, il y a un autre concept en biologie qui est intéressant pour, je dirais, penser cette économie circulaire, c'est le concept de symbiose, quoi. Donc, la symbiose, c'est quand vous avez deux espèces qui collaborent de façon pérenne en s'offrant mutuellement des services. Et l'exemple qu'on cite souvent en biologie, c'est les lichens, justement. Les lichens, quand vous zoomez sur un lichen avec un microscope, en fait, ce n'est pas une espèce, c'est deux espèces. Et vous avez un champignon et une algue. L'algue, en fait, par la photosynthèse, elle fabrique des sucres. Et les champignons, ils donnent des sels minéraux à l'algue. Et donc, elle n'a plus à s'occuper de ça. Lui, il n'a pas à s'occuper de ça. Et ensemble, ils ont créé un tout qui est la réunion de ces deux trucs, mais l'algue reste algue, le champignon reste champignon, mais ensemble, ils ont fait un tout qui s'appelle le lichen. Et on va voir que ce concept de symbiose peut être aussi appliqué dans les entreprises en se disant, bon, toi, tu as peut-être des trucs à m'apporter vis-à-vis de ces services écosystémiques, moi, j'ai des trucs à t'apporter, et plutôt que chacun de s'apporter tout, bah, on peut peut-être coopérer. Donc, il y a un site dont les gens parlent beaucoup, ce qu'on appelle la symbiose industrielle. Donc c'est un site, alors l'expérience elle est vieille encore parce que c'est le site de Kalundborg au Danemark et c'était un site industriel où il y avait des tas d'entreprises différentes et ils sont aperçus que certains déchets d'entreprises c'était exactement la matière première dont d'autres entreprises avaient besoin. Donc ils se sont dit, bah attends, on va aller voir tout le monde en disant, toi t'achètes quoi, tu rejettes quoi? Et ils se sont dit, bah tiens, on peut matcher les trucs. Et du coup, ils ont envoyé des sorties des uns vers les entrées des autres. Ils ont fédéré des infrastructures et ils ont créé comme une cellule, quoi, un truc qui coopère entre différents sites industriels. Alors, ce site, c'est le plus emblématique. Et au fur et à mesure du temps, il y a beaucoup d'entreprises qui se sont greffées dessus. Et dans d'autres endroits dans le monde, il y en a par exemple un ou deux des symbioses industrielles en France. Je crois notamment près de Dunkerque, là, pour les hauts fourneaux ça doit être Arcelor. Donc, ils récupèrent la chaleur des hauts fourneaux qui va faire du chauffage urbain pour le Havre. Enfin, il y a des trucs comme ça. Alors, moi, j'aime bien ce concept, mais il n'a jamais donné grand-chose, quoi. Parce que, alors, c'est intéressant, mais derrière, même si vous avez réuni tous ces trucs-là, globalement, tout ça, ça a des entrées qui viennent de l'extérieur et crache beaucoup de déchets. On n'a que internalisé quelques flux. Mais ils n'ont pas trouvé un truc qui crée une boucle. C'est-à-dire, ils n'ont jamais réussi à trouver des entreprises où tous les déchets de ça sont exactement les entrées de l'autre, qui sont exactement les sorties de l'autre et qui fassent un tout en circuit fermé. Ça ne marche pas en circuit fermé. Donc, ça permet de faire des économies. C'est bien pour le gaspillage industriel.
mais souvent, quand vous avez des sites industriels, les entreprises que vous avez, ça ne matche pas. Alors peut-être ça va matcher sur le carton ou sur la chaleur ou d'autres choses. Et encore, il faut que les entreprises elles soient proches pour ne pas trimballer toutes les choses. Donc mais c'est un concept qui est intéressant, mais il faut juste se dire que ce concept va juste servir à optimiser certains flux, mais ça ne touche pas à la nature des produits qu'ils fabriquent, mais c'est une réflexion quand même sur les intrants. Mais voilà. Et il y a une personne là que je connais bien, Isabelle Delannoy, qui a généralisé ce concept-là à toute l'économie. Donc elle a défini un concept qui s'appelle l'économie symbiotique, qui est, je dirais, presque une généralisation de l'économie circulaire. Et elle intègre dedans des éléments sur la réduction des activités extractives, beaucoup de choses sur l'intelligence collective, l'open source, parce qu'on voit bien, tout à l'heure je vous disais mettre des choses en partage, mais c'est aussi valable pour la propriété intellectuelle. Donc si vous inventez un packaging, on se dit c'est peut-être pas ce packaging qui va être important, et ça autant le mettre en open source ou travailler ensemble. Donc tout ce qui est gouvernance coopérative, ça elle l'intègre dedans. Et sur la nature, elle regarde la nature des services que nous rend la nature dans nos processus. Et aujourd'hui, ces services-là, on ne leur donne pas une valeur. C'est-à-dire que la nature, quand vous êtes un complexe minier, que vous allez extraire du nickel du sol, vous ne donnez pas des pièces à Gaïa, quoi. Vous prenez juste le nickel, quoi. Et en fait, il y a beaucoup de services. Si on payait pour les services écosystémiques, ça pourrait créer... donner de la valeur à des services qui n'en ont pas, et ce truc-là pourrait recréer une économie dans laquelle les êtres vivants seraient représentés. Alors, même si c'est que de manière virtuelle, dans des doubles comptabilités ou des triples comptabilités, rien que le fait de le mettre en exergue, ça peut rendre quelque chose qui est complètement invisible et qu'on ne regarde pas, le rendre visible et changer la manière dont on pense, quoi. Donc voilà, ça c'est un bouquin qui est intéressant sur, on va dire, des prolongements à l'économie circulaire. Alors sur les facteurs de succès, comme je vous disais, le concept d'économie circulaire, alors le bouquin Cradle to Cradle, il date de 2002. Donc on va dire l'économie circulaire, ça fait 20 ans qu'on en parle. Il n'y a pas énormément de grands succès de l'économie circulaire. Je pense que les choses allaient pas, le prix des matières premières était sans doute trop bas et l'énergie est sans doute trop bas pour que les gens se posent des questions. Mais il y a quelques expériences emblématiques. La plus emblématique, c'est une société aux États-Unis qui fabrique des moquettes d'entreprise. Qui s'appelle Interface. Et vraiment, le cas Interface a été le cas le plus analysé. Et ça fait 25 ans, quand j'étais aux États-Unis, ils démarraient en 97. Là, ils viennent de publier un rapport sur leurs 25 ans d'expérience, dont je vous donnerai quelques extraits à la fin. C'est incroyable. Donc, eux, ils sont partis d'un métier où, qu'est-ce qu'ils fabriquent? Voilà, typiquement ça, des moquettes pour les bureaux. Et donc, c'était leur business. Donc, beaucoup d'hydrocarbures, c'est du nylon. Et vous fabriquez des trucs comme ça. Les gens l'achètent, c'est posé dans les bureaux. Et puis, vous espérez qu'ils changent de bureau ou qu'elles se détériorent pour leur en vendre plus, quoi. Donc, eux, ils se sont dit, on va passer à un système d'économie de la fonctionnalité. Donc, le patron, M. Anderson, était quelqu'un de très écolo. Ça a été un des premiers à s'intéresser au biomimétisme. Dans son conseil scientifique, il avait Janine Benyus qui a créé le concept du biomimétisme, c'est-à-dire de l'inspiration par la nature. Et il s'est dit, je vais proposer à mes clients non pas d'acheter de la moquette, mais de me louer de la moquette. Et moi, ce que je leur garantis, c'est toujours une moquette propre. Donc, et pour ça, la deuxième chose qu'il a fait, donc passer d'un modèle de vente à un modèle de location, ce qu'on appelle l'économie de la fonctionnalité. La deuxième chose qu'ils ont fait, c'est qu'au lieu de faire, comme ici, des grands panneaux de moquette, les gens aiment bien ça, là, des grands panneaux de moquette, ils ont fait des dalles. Parce que souvent, qu'est-ce qui se passe dans un bureau? C'est que vous devez changer la moquette parce qu'il y a quelqu'un qui a renversé un café sur le truc. Et là, vous devez changer 10 mètres carrés ou 20 mètres carrés. Et eux, ils ont fait un système de dalles. Et donc, quand vous appelez Interface, il dit problème moquette, ils ne vous changent pas du tout la moquette, ils vous changent juste la dalle, quoi. Et donc, voilà. Et tous les X temps, vous avez le droit d'avoir une nouvelle moquette, ils vous changent la couleur. Et eux récupèrent ça. Donc au départ, au lieu que ça finisse dans des décharges, parce que si eux au moins ils récupèrent la moquette, parce qu'avant ça partait dans des décharges, donc c'était
enfin, oui, et dans des décharges, il y a un film assez emblématique où ils suivent le tapis rouge du Festival de Cannes jusqu'à une décharge C'était une année où Cannes se voulait être très green et ils ont suivi la moquette, le tapis rouge, mais ça finit au milieu des décharges, ces trucs-là. Et eux les récupèrent et dans un premier temps, ils en ont fait de la chaleur, c'est-à-dire ils le brûlaient et avec cette chaleur, ils faisaient peut-être comme les hauts fourneaux d'Arcelor, un certain nombre d'usages où cette chaleur était utilisée dans leur processus industriel, je ne sais pas, mais ils récupéraient ça. Puis après, ils se sont dit, bah, en fait, ce qu'on voudrait faire, c'est ce que fait la nature, c'est-à-dire décomposer le nylon pour refaire les éléments de base qui permettent de refaire du nylon. Sauf que ça leur a demandé 25 ans de R&D. Et ils ont réussi à le faire pour la première fois il y a 2 ou 3 ans. Mais ça fait 25 ans qu'ils cherchent avec les meilleurs laboratoires de recherche sur comment on peut prendre un truc qui est en nylon et réutiliser cette matière. Et donc là, ils ont craqué le truc. Et là, vous voyez très bien qu'ils l'ont fait tout seuls sur leur subside, alors que s'ils l'avaient fait avec toute l'industrie des moquettes, peut-être que ça serait, au lieu de ça mettre 25 ans, ça aurait mis 5 ans. Je ne sais pas s'ils l'ont mis en open source, leur truc. Probablement, quoi, parce que c'est une boîte qui est très alignée. Mais voilà. Et donc aujourd'hui, ils arrivent à décomposer en fait la moquette, ne plus la brûler. Et je crois qu'ils ont, en 25 ans, donc ils avaient une mission, tu parlais d'entreprise à mission, eux, leur mission, c'était ça s'appelait Mission Zero, tu vois, zéro déchet. Ils ont réduit de 98% leur empreinte carbone et je crois de 95% leur création de déchets. Donc c'est énorme, quoi. Parce qu'il y avait la vision de ce gars visionnaire et ce truc-là était ancré dans la stratégie de la boîte. Et aujourd'hui, quand les gens vont chez Interface, ils savent qu'il y a tout ce processus écolo alors que chez les concurrents, il n'y a pas ça. Et ce n'est pas un truc qu'on invente. Je veux dire, ça partait d'une conviction profonde des dirigeants. Et par exemple, là, je suis allé sur leur site là, pour faire la conférence d'aujourd'hui. Ils ont inventé des nouveaux types de dalles basés sur le système des feuilles mortes. Parce qu'ils se sont rendus compte que souvent, le truc du café que je vous expliquais, si vous changez juste une des dalles, à cause du soleil, la nouvelle dalle que vous allez mettre, elle va se voir, quoi, tu vois. Et ils se sont dit, ah, ben, il faudrait faire un truc où ça ne se voit pas trop. Du coup, ils vous font des dalles avec des couleurs légèrement différentes comme des feuilles. Comme ça, si vous changez ça et vous en mettez une truc d'une autre couleur, ça ne se voit pas, quoi. Donc, mais c'est des petits trucs qui sont malins, mais un gain comme ça. Donc là, ils ont fait un truc où ça, on dirait des lichens. Et avec toujours l'idée que quand j'en remplace une, ça ne se voit pas, quoi. Et ils ont même fait aussi des trucs où dans certaines dalles, vous pouvez acheter des œuvres d'artistes de peuples autochtones, Navarro ou je sais pas quoi, et vous pouvez du coup acheter quelques œuvres que vous mettez là, et ça sert à faire du commerce équitable pour certains pays. Et c'est une boîte, elle a tout révolutionné, quoi. Cette boîte-là, elle est très citée. Malheureusement, elle n'a pas été beaucoup imitée, alors que ça fait 25 ans que les gens utilisent ce cas interface. Et ils ont publié il y a quelques mois un rapport justement où ils analysent leurs 25 ans et ils essayent de se dire quelles ont été les leçons du succès qui fait que ça a marché dans leur cas et que ça n'a pas marché dans les autres boîtes. Premier truc qui dit « shoot for the moon ». Ça, c'est un truc en général. Si vous visez juste faire moins 5% de réduction de vos déchets, bon, bah, vous n'allez pas aller sur la Lune. Quand vous avez Mission Zero, déjà, c'est mieux, quoi. Tu vois. Mission Zero, et c'est comme le truc de Kennedy, il n'a pas dit on y va l'année prochaine, il s'est dit on y va avant la fin de la décennie, vous vous donnez du temps et vous travaillez sur vos objectifs, mais il faut que vous ayez un objectif qui relève de l'extraordinaire, quoi. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'était qu'on ne peut pas atteindre des objectifs de ce type ou des transformations de ce type si on ne change pas le mindset des gens dans l'entreprise. C'est-à-dire que si votre mindset, c'est la course au bonus, la course au profit, etc., en fait, votre mindset de votre boîte sera toujours en conflit avec l'objectif que vous êtes mis. Donc, travaillez sur c'est quoi la raison d'être, c'est quoi la raison d'être des collaborateurs, d'aligner ça avec les fournisseurs, de travailler avec les actionnaires. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de... voilà. Troisième chose, c'est bien d'avoir des rêves, mais il faut bosser pour les exécuter, donc d'avoir un plan. Et comme je vous disais, par exemple, eux, ils n'ont pas révolutionné le monde en un jour, mais chaque année, ça a avancé et ils étaient toujours très conscients que ça ne suffit pas.
on n'est qu'à la moitié de ce qu'on veut faire et il faut qu'on arrive à percer le mystère de comment on recycle le nylon. Et ça, pour eux, c'était d'être très clair sur le plan et sur là où on en est, ne pas se mentir, quoi. Avoir une approche réellement circulaire. Bon, eux, c'est vraiment les pros de l'économie circulaire, mais donc ils ont ça au cœur des choses. Embarquer tout le monde, pas croire faire confiance aux erreurs, parce qu'ils disent que dans les processus d'innovation, c'est souvent par essai-erreur qu'on trouve, quoi. Si les choses n'existent pas, c'est qu'on les a pas trouvées, et si on les a pas trouvées, c'est que c'est compliqué. Voilà. Être transparent, ça c'est aussi ce que je vous disais, ne pas se mentir et de savoir où on est, et de se dire que des petites vaguelettes peuvent construire des énormes vagues. Et par exemple, Interface, même si c'était que des fabricants de moquettes, et je crois que c'est quand même un des plus gros dans le monde, leur exemple a été utilisé par plein de gens qui n'ont pas forcément réussi, mais en tout cas, ça a inspiré beaucoup de gens. Et donc, de considérer que ce qu'on fait, c'est pas inutile. Même si ce qu'on fait, c'est à petite échelle, ça participe d'un élément. Et là, normalement, demain, on devrait être tous à essayer de chercher à rendre circulaire notre économie dans tous les métiers que l'on fait ou dans tous les produits ou services que l'on livre. Voilà. En tout cas, je vous conseille ce rapport qui est très intéressant. Dans les facteurs de succès, ce que je vous disais aussi, c'est s'inspirer de la nature. Très souvent, on s'inspire des humains. C'est-à-dire quand vous créez un produit, vous allez vous dire, tiens, est-ce qu'il n'y a pas un concurrent qui a fait la même chose? Il n'y a jamais quelqu'un qui va se dire, tiens, est-ce que les abeilles n'auraient pas inventé un truc? Enfin, donc, on n'a pas ce réflexe de se tourner vers la nature. Et la nature a résolu des millions et des millions et des milliards de problèmes d'ingénierie. Et tout l'art du biomimétisme, c'est de se dire, attends, est-ce que là, il n'y a pas un rapport entre ce que je suis en train de faire et le système de régulation dans l'intestin ou la façon dont tel mésange fait son nid. Et quand vous avez des chercheurs en biomimétisme, moi je suis aussi président de l'Institut des futurs souhaitables et dans lequel on a une division biomimétisme avec un monsieur qui s'appelle Tariq Shekshak, qui était l'ancien directeur scientifique de la Fondation Cousteau. Donc lui, il fait du conseil aux entreprises pour le biomimétisme. Et l'art, c'est d'écouter un problème industriel. Et lui, il a sa culture de biologiste et il va dire ah ouais, ça me fait penser au manchot, je sais pas quoi, ou à tel truc, et pour essayer de s'inspirer. Et on va dire la génération 1 de biomimétisme, elle servait à faire une économie plus performante, mais elle ne s'occupait pas des cycles de la nature, parce que vous pouvez tout à fait vous inspirer de la nature, par exemple, pour faire des missiles qui vont plus loin ou des balles qui vont perforer plus facilement. Par exemple, un exemple, ça c'est le Shinkansen, c'est le train au Japon, train à grande vitesse. Ils avaient un problème avec ce train à grande vitesse, je crois qu'il va à 500 km/h. Quand vous rentrez dans un tunnel, ça fait une onde de choc, quoi. Et ils se disaient, le truc, il va éclater. Donc il y avait une question de quel est le profil pour pas qu'il y ait une onde de choc. Et ils ont analysé la forme du bec du martin-pêcheur. Et le martin-pêcheur, quand il plonge dans l'eau, il fait aucune éclaboussure, quoi. Et le bec, donc il n'y a pas d'onde de choc, et donc la forme du Shinkansen s'est inspirée du bec du martin-pêcheur. Ça, c'est des histoires qu'on raconte beaucoup en biomimétisme, mais le velcro, il est basé sur l'analyse, ça c'est un animal, je sais qu'Yanis il aime bien, des pattes du gecko, quoi, tu vois, donc, et à partir de ça, on a bâti, et c'était au départ pour l'industrie spatiale, parce qu'ils avaient besoin d'attacher des choses qui étaient en apesanteur, on a créé le velcro. On regarde par exemple aussi en robotique la façon dont la trompe d'un éléphant se mouvoie, pour faire des bras articulés qui peuvent être voilà, extrêmement agiles. Mais on voit bien que ça, créer le velcro, créer ce train ou créer ce bras, ça ne résout pas les problèmes de la nature. C'est-à-dire que vous faites du biomimétisme sans résoudre ces problèmes de circularité. Donc ça, c'est le biomimétisme, on va dire, de niveau 1. Le vrai biomimétisme, c'est de niveau 2. C'est de se dire comment je rends l'énergie, le truc circulaire. J'ai vu une boîte, il y a 2 ans, à Pau, qui fabrique ce qu'on appelle des panneaux photovoltaïques organiques. Ce truc-là, ça n'utilise pas la chimie du silicium, mais la chimie du carbone. Donc c'est une autre façon de faire un panneau photovoltaïque. C'est compostable. C'est-à-dire qu'en fin de vie, le truc est compostable. Et j'ai un ami, là, Gauthier Chapelle, qui est un des grands pontes du biomimétisme. Lui, son rêve, c'est qu'un jour, on puisse manger des salades de panneaux photovoltaïques comme on mange des feuilles. Puisqu'en fait, le truc photovoltaïque de base, c'est la photosynthèse, donc c'est les végétaux. Voilà. Mais en tout cas, cette boîte à Pau fait ça.
pour l'instant, ils sont à des facteurs de coût qui sont bien plus chers que, on va dire, les coûts qu'on a sur le silicium, mais ça utilise quasiment aucune ressource toxique, ce truc-là. Et c'est que des matériaux que vous pouvez sourcer localement, quoi. Donc c'est très intéressant dans le concept parce que là encore, si on est dans un truc, ok, c'est peut-être plus cher aujourd'hui, mais si on est dans une économie où faire venir des trucs de loin, ça n'aura aucun sens, bah, peut-être ce truc-là va redevenir moins cher, quoi. Un autre exemple de choses assez extraordinaires, donc ça c'est une autre start-up française qui s'appelle Carbios, qui a développé des enzymes qui, pour la première fois, sont capables de prendre un polymère. Donc là, c'est du PET, là, les bouteilles en plastique, et ils en font des monomères initiaux. Donc ils cachent les chaînes des polymères pour en faire des monomères. Et il y avait une bactérie qui avait été trouvée par un Japonais il y a quelques années, mais ils n'arrivaient pas à la stabiliser. Donc ils ont essayé des bactéries, des enzymes. Et ce qui est intéressant, c'est que pour mettre au point cette enzyme ou certaines de ces bactéries, enfin surtout l'enzyme, ils ont testé des tas de configurations moléculaires de ça avec des intelligences artificielles. Donc ça veut dire que l'intelligence artificielle peut aussi nous aider dans ces processus-là. Et ils ont designé quelque chose qui est capable de faire ça. Et ce que je regardais sur leur site, là, sur cette boîte qui s'appelle Carbios, donc vous mettez en gros des enzymes ou ces bactéries dans un bac et en quelques jours, tout est décomposé en des monomères que après vous pouvez réutiliser. Et donc par rapport à du plastique qui est brûlé ou fondu pour faire des chaises, ces trucs-là peuvent réellement, peut-être, c'est les embryons d'une économie vraiment circulaire. Mais vous voyez qu'il faut aller beaucoup plus loin que juste regarder les animaux, ce qui est déjà pas mal, mais de se dire, attends, est-ce que là, ce que je fais, c'est vraiment un truc de rupture. Ça, c'est une rupture, ça, c'est une rupture. Un autre truc de rupture, des gens qui sont en train de regarder ce que font les diatomées au fond des océans, parce que les diatomées fabriquent du verre, mais à basse pression et à basse température, alors que nous, on ne sait pas faire ça. Tu vois. Et donc, ils sont en train de regarder par quel processus moléculaire, et c'est toujours le truc Think Galactically, Act Molecularly, de l'inventeur de Cradle to Cradle, de se dire mais comment ils font, c'est quoi le processus? Et souvent c'est très compliqué. Par exemple, répliquer la photosynthèse, on n'y arrive toujours pas. Je veux dire, c'est quelque chose d'ultra compliqué. C'est probablement basé sur des propriétés quantiques de la matière. C'est des choses très compliquées. Mais là, il y a des trucs à regarder parce qu'on se dit, bah tiens, si eux arrivent à faire ça, et l'industrie du verre, c'est peut-être 5 à 10% des émissions de CO2. Donc si on arrivait à faire que, enfin non, c'est peut-être moins que ça, mais c'est conséquent. Voilà. Mais en tout cas, s'inspirer de la nature ou se faire aider de la nature pour créer des processus qui sont vraiment, vraiment circulaires. Si vous vous intéressez à ces sujets-là, il y a le bouquin de Gauthier Chapelle et Michel Decousse qui s'appelle Le vivant comme modèle. C'est vraiment un excellent livre sur le biomimétisme. Il y a un livre, bah, j'étais avec l'auteur hier soir là, qui a écrit Le géomimétisme. Lui, c'est un jeune auteur et qui a une idée géniale, quoi, qui est de se dire plutôt que c'est d'utiliser les puits de carbone naturels du système Terre pour pomper les émissions au lieu de faire du direct air capture, là, des choses absurdes. Et il a recensé en fait tous les puits de carbone qu'on peut booster, donc les forêts, les zones humides, les baleines aussi. Je veux dire, une baleine, c'est un énorme stock de carbone, quoi. Et si on laissait les baleines je dirais, proliférer dans la mer, on pourrait stocker énormément de carbone. Et il a développé un concept qui est aujourd'hui discuté au ministère des Affaires étrangères et qui, pour beaucoup de gens, et le lien qui permet de faire le lien entre la biodiversité et la lutte contre le changement climatique. Pour l'instant, c'est deux luttes différentes et on voit bien qu'il y en a une qui peine dans les médias. Et avec ça, on se rend compte qu'en fait, les systèmes naturels pourraient en grande partie absorber une partie du CO2. Alors évidemment, il faut décarboner le reste de notre économie, mais la nature pourrait être un appui dans cette transition. Alors, il y a un nouveau concept aussi qui est le concept des bio-objets, parce qu'on voit bien que si vous fabriquez des enzymes ou des bactéries qui sortent d'esclaves, tu vois, ou de coopérants, on peut se dire que c'est une symbiose quoi, entre eux et nous. On les nourrit, ils détruisent le plastique, etc. Ça pose des questions philosophiques parce qu'en fait, on coopère avec des espèces vivantes. Alors, au moins, quand vous avez une usine, vous ne coopérez pas avec des espèces vivantes. Vous en tuez plein, mais vous ne coopérez pas avec des espèces vivantes. Ça pose des questions philosophiques sur la nature de ces bio-objets. Est-ce qu'ils ont une conscience? Est-ce qu'on s'adresse à eux? Est-ce qu'il y a une question de souffrance animale, même quand on parle de bactéries, etc. Mais l'homme a toujours utilisé les animaux, les chevaux, les animaux de traction pour faire un certain nombre de fonctions.
mais d'instrumentaliser le vivant, on peut voir qu'il peut y avoir aussi des grands écueils, et donc c'est important qu'il y ait un questionnement éthique sur le type de rapport qu'on instaure. Pour prendre un peu de hauteur, et justement de revenir sur cette phrase « penser moléculairement », parce que vous voyez que c'est à ce niveau-là que la vie fonctionne, mais de prendre un pas de recul sur c'est quoi agir moléculairement et c'est quoi ce penser galactique, quoi. Quand vous regardez nos problèmes du plancher des vaches, c'est vrai que tout paraît impossible, quoi. Et quand on regarde la planète depuis l'extérieur, ce qui est d'ailleurs récent parce que ça fait que 50 ans qu'on a pris les premières images de la Terre vues depuis l'espace, vous dites mais on voit même pas les humains, quoi, là-dessus, on voit même pas les choses, et on voit ce système qui est magnifique, qui lui a résolu tous ces problèmes avec des échelles de temps qui sont inimaginables pour nous. Et ça peut être une forte source d'inspiration de se dire que nous, on a une responsabilité d'intendant en fait sur cette petite planète, et que il y avait une forme d'ordre avant qu'on arrive. Là, on a mis un peu de bazar, mais ça a aussi mené à des grandes inventions, hein, à des grandes découvertes, et que cette vision de la Terre depuis l'espace pourrait être quelque chose qui nous unit, quoi. Et moi, ça fait 25 ans que je réfléchis à cette question de conscience planétaire et d'essayer de mettre dans l'esprit des gens cette photo et surtout dans leur cœur, de se dire, voilà, on est avant tout des humains, on est des citoyens planétaires, mais on est aussi des membres de cette biosphère, et de proposer aux gens une expérience pour qu'ils ressentent ce lien avec la Terre que l'on ne voit pas quand on est sur le plancher des vaches. Et j'avais remarqué qu'il y avait, que les astronautes, quand ils vont dans l'espace et qu'ils voient la Terre depuis l'espace, ils sont complètement bouleversés. C'est un effet qui a un nom qui s'appelle l'overview effect. Et en voyant la Terre depuis l'espace, ils ont compris qu'on vivait dans un monde interdépendant, qui était fragile, qui était unique, parce qu'ils ont vu la Terre au milieu du cosmos, ils se sont dit, mais il n'y a rien autour, qu'est-ce qu'on fait à détruire cette planète-là? Et beaucoup d'astronautes se sont engagés après dans l'écologie. On voit Thomas Pesquet qui est très présent sur ces thèmes aujourd'hui. Je me disais à l'époque, en fait, c'est une expérience qui est que sensorielle, et on doit pouvoir la reproduire en utilisant des bonnes images, une musique pour mettre en situation. Et par exemple, pour vivre cet overview effect, cette espèce d'extase, ils disent qu'il faut juste le silence, un peu de peur, l'apesanteur et la vision grand large de la Terre. Et il y a 25 ans, je me disais, ce qui serait génial, c'est d'avoir cette photo-là que je vous avais montrée tout à l'heure, qui s'appelle Blue Marble, dont on va fêter les 50 ans au mois de décembre, et de la faire tourner, c'est-à-dire de voir cette espèce de boule de Noël qui tourne depuis l'espace. Et en fait, ce n'était pas possible parce qu'il n'y avait qu'une seule photo de la Terre. En 98, Al Gore, moi je me posais ces questions-là pour avoir d'autres photos de la Terre. Imaginez un satellite qui partirait sur un point qui s'appelle le point de Lagrange-L1, qui est sur l'axe Terre-Soleil. Donc ce satellite, la NASA l'a construit, mais Bush a annulé le lancement de ce satellite. Il a été lancé qu'en 2015. Et depuis que ce satellite est là, avec un ami, on a créé un projet pour récupérer les images de ce satellite et faire une animation de la Terre vue de l'espace. Bon, ça pourrait faire l'objet d'une autre conférence. Mais je voulais qu'on finisse là-dessus, sur ces images vraiment uniques. Donc ce projet, c'est la première fois où on voit la Terre tourner vue depuis l'espace. Donc ce satellite qu'on utilise, il est... si vous regardez le Soleil, il est sur l'axe Terre-Soleil à 1 500 000 km et il est à la taille d'un frigo. Et vous dites qu'il y a à 1 500 000 km, il y a un truc tous les jours qui envoie des petites images, nous on les récupère. Et avec ça, on va faire une expérience, quoi. Et voilà. Et ça vous fera le lien entre le Think Galactically et le Hack Molecularly. Donc, voilà. Donc imaginez-vous sur ce point de Lagrange à 1 500 000 km de la Terre. Vous avez le Soleil dans le dos, la Terre face à vous. Et même les astronautes ne sont pas allés aussi loin, parce que la Lune, c'est 380 000 km. Donc vous allez voir quelque chose que très peu d'humains ont vu. Haven't you seen, haven't you felt the love? Haven't you felt
Haven't you heard the love? The Haven't you seen? Can you feel the love? Haven't you seen? Haven't you felt the love? I understood how important you were to me. The day I almost lost you. I want to start it all over again and learn to love you the way we all deserve to be. Loving you is to think of your needs too. Is loving making the effort to be attentive to you, to protect you. This effort then becomes easy. It becomes a pleasure to touch you, to lay my body on you, to feel your warmth, to help you grow, to be fed by you, to stop intoxicating and wanting to control you, to resolve problems together, to enjoy each other in every moment we have, to make plans for the future, to stop taking